Monsieur le ministre des Hydrocarbures, chers collègues et chers aînés, Monsieur Bruno Jean-Richard Itoie, Messieurs les directeurs de cabinet, Madame et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets du ministère des Hydrocarbures et du ministère de la Communication et des Médias, Mesdames et Messieurs, chers représentants des médias, merci d'avoir répondu présent à notre invitation à participer, comme cela est devenu rituel, à la quinzaine du gouvernement. En votre nom et au mien, je salue la présence ce jour du ministre Bruno Jean-Richard Itoie, ministre des Hydrocarbures, qui va participer à ce moment d'échange devenu rituel, permettant à tous et à chacun d'être au même niveau d'information sur l'action et les choix des pouvoirs publics. Monsieur le ministre et chers collègues, je vous remercie bien vivement pour votre présence qui participe du choix effectué de faire intervenir directement les membres du gouvernement sur les questions relevant de leurs compétences, lesquelles, n'en doutons pas, touchent à la vie quotidienne de nos populations. Je me permets, Monsieur le ministre et cher aîné, de vous dire que votre présence ici est particulièrement appréciée parce que vous étiez très attendu. Les questions que vous allez aborder avec nous sont en effet des questions très importantes, à la fois pour nos populations et pour notre pays. Mesdames et messieurs, le ministre Bruno Jean-Richard Itoie, en charge des questions liées aux hydrocarbures, nous aidera à mieux comprendre ces questions parfois si complexes, sujettes à des interprétations souvent inexactes, voire mensongères. D'autre part, et connaissant la propos et l'esprit de synthèse de mon collègue, il ne manquera pas de nous éclairer sur les perspectives prometteuses et sur l'avenir du secteur des hydrocarbures et très probablement avec un focus sur la heureuse croissance du secteur gazier dans notre pays. Avant que vous puissiez échanger avec nous, je vais me permettre, comme de coutume, un rappel succinct, mais alors très succinct, de l'actualité nationale de ces derniers jours. Cette actualité est d'abord marquée par les préparatifs de la célébration par notre pays des 65 ans de son accession à l'indépendance, le 15 août 1960. Cet anniversaire, s'il était célébré dans un cadre privé, serait qualifié de noces de palissandre. Je vous explique ce que sont les noces de palissandre. Palissandre, c'est cette espèce de bois précieux, connu pour sa solidité, sa beauté et sa durabilité, symbole de force et de maturité. C'est l'allégorie que nous utilisons aujourd'hui pour symboliser nos 65 ans d'accession à la souveraineté internationale. Nous pouvons donc tous affirmer que malgré les épreuves, il s'agit là d'un grand moment collectif de fête, mais également d'un moment de réflexion sur le chemin parcouru et sur les grandes étapes qui restent à franchir. Cette année, nous renouerons le 15 août 2025 avec la tradition du défilé civil et militaire permettant une communion des esprits entre les dirigeants, les pouvoirs publics de manière générale, la force publique, qui est notre bras séculier, et le peuple du Congo. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, l'actualité nationale, c'est également le lancement le 8 août dernier à Pointe-Noire par Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement du Forum social sur l'entrepreneuriat des jeunes en milieu chrétien. Sous l'égide du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, ce forum a porté sur les fonds baptismaux le projet intitulé, je cite, « Un jeune, une entreprise », fin de citation. L'actualité récente a également été marquée par la déclaration par les autorités sanitaires d'une épidémie de choléra dans le district sanitaire de l'île Mbamou
et ce, depuis le 26 juillet dernier. Cette importante question de santé publique est gérée par les ministères de la Santé et de la Population et des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Bien entendu, avec l'appui de nos partenaires techniques habituels, ceux du système des Nations Unies, notamment l'OMS et l'UNICEF. La réponse prompte du gouvernement permet d'affirmer, sur la base des indicateurs prévus à cet effet, que la situation est globalement stable. Un autre fait de l'actualité à souligner, parce que cela est assez rare pour le relever en ces temps difficiles, la participation de nos Diables Rouges football locaux au Championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2025. La compétition qui se déroule entre le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda est partagée par l'ensemble des passionnés, et c'est heureux, puisque les antennes de la radio et de la télévision nationale nous permettent de suivre l'évolution de cette compétition en espérant que nos Diables Rouges locaux puissent aller le plus loin possible. On peut y ajouter, et je sors momentanément de mon mot liminaire, nos jeunes scolaires qui ont, malgré là également la dureté des temps, fait une prestation très honorable lors des championnats des Jeux africains scolaires, en ramenant, malgré l'étroitesse de la délégation, et là c'est exceptionnel, 3 médailles, 1 d'or et 3 de bronze. Monsieur le ministre et chers collègues, mesdames et messieurs les journalistes, voilà les quelques points d'actualité récentes épinglés ce jour. Merci pour votre aimable attention. Je suis Gabrielle Mabiala, journaliste à Tcheleka Média. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir ici, parce que la semaine dernière, on vous avait attendu en vain et aujourd'hui, vous avez répondu présent. C'est très bien. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La première question, monsieur le ministre, le lancement de la nouvelle raffinerie à construire par le consortium chinois était initialement prévu en 2023. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de ce retard, les étapes déjà franchies et le nouveau calendrier prévu? La seconde question, monsieur le ministre, nous savons que le pétrole fait partie des ressources naturelles de notre pays qui génèrent des fonds, de l'argent, qui contribuent activement dans le secteur économique. Pouvez-vous nous communiquer le montant exact des recettes pétrolières générées par le Congo au cours des 4 dernières années, ainsi que leur affectation concrète dans le budget national? Toujours dans ce même secteur, la gestion des contrats pétroliers et gaziers reste souvent opaque aux yeux des citoyens congolais. Quand le gouvernement compte-t-il publier de façon régulière et accessible les chiffres exacts sur la production, des exportations et les revenus, afin que chaque Congolais sache combien rapporte notre pétrole et comment cet argent est utilisé? Merci bien. Et pour monsieur le ministre de la Communication, monsieur le ministre, le Congo célèbre ses 65 ans, c'est bien. Nous grandissons en maturité, vous l'avez dit. Mais quand on tient compte du contexte actuel où on dit que le Congo fait face à un problème économique, est-ce qu'il était souhaitable aujourd'hui de célébrer cette fête alors que nous savons que nous allons décaisser autant de fonds? Monsieur le ministre, chers collègues et chers cadets, au gouvernement, il y a des grands frères et des cadets. Directeur de cabinet, messieurs les membres du cabinet, les directeurs généraux, quelques-uns à la salle. Mesdames et messieurs les représentants des médias congolais, je suis désolé de vous avoir fait attendre quelques semaines avant d'avoir le plaisir de passer ce moment d'échange avec vous. Ceux qui ont tout petit peu pratiqué le ministre des Hydrocarbures savent que je suis tout sauf réfractaire à la communication. Je crois aux vertus de la communication, non pas seulement en termes de propagande, mais comme étant un élément indispensable, indissociable du management moderne. Je sais qu'il y a une opinion, et je suis surpris que cette opinion subsiste encore aujourd'hui. Il continue à parler d'opacité, madame a parlé d'opacité, je suis très très surpris, parce que je crois que dans ce pays, on a eu l'occasion de faire des choses inédites. Dans une vie antérieure, ici, au Congo quand même, mais antérieure, nous avons eu l'occasion de faire une chose inédite. Nous avons obtenu que soit rassemblé le Parlement, les 2 chambres du Parlement,
Et on a passé avec ces 2 chambres une semaine à parler du pétrole. Tous azimuts. Il n'y avait aucun tabou. Il n'y avait aucune restriction aux échanges. Nous étions dans une phase transitoire importante. C'était le Conseil national de transition. Et d'abord, puis ensuite les 2 chambres. Et nous avons eu droit à des questions que d'aucuns auraient pu considérer comme embarrassantes, et ça ne nous a pas du tout gênés. On était préparés à ça, on était venus pour ça. Nous avons eu l'occasion de faire le même exercice au Fonds monétaire, où nous avons amené tous nos techniciens pour expliquer comment était vendu le pétrole. Je me souviens dans cette vie précédente que tous les 3 mois étaient publiées les ventes de cargaison par la SNPC sous certification d'un cabinet international KPMG. Donc je suis toujours un peu étonné qu'on parle d'opacité. Je suis étonné qu'on en parle alors que notre budget, s'il ne s'appuie pas sur le pétrole, sur quoi il s'appuie alors? Le pétrole continue à représenter 60. Encore aujourd'hui, ça a été bien plus que ça à une époque donnée. Et donc, bien sûr, avec la présentation du budget, le ministre des Finances ou du budget, parfois les deux sont confondus, n'a pas d'autre choix que d'expliquer les données pétrolières. Donc, entre autres choses, il présente la production. Il présente la production au Parlement, qui représente le peuple. Ils ont été élus par le peuple, ça au moins on peut en convenir. Le Parlement siège au nom du peuple. Par ailleurs, ces séances sont souvent publiques et en direct. Donc, tout le monde a le loisir de s'arrêter quelques minutes ou quelques heures, regarder la télévision pendant que le ministre du budget ou des finances présente son budget, et donc le loisir d'entendre les données de production, les prix, les hypothèses de prix, les ressources pétrolières. C'est les premières qu'on énonce toujours. Vous voulez celles des dernières 4 années, on va vous les envoyer. Moi, je ne suis pas sûr de les avoir menées avec moi ici. Vous donnerez vos coordonnées à mes services. Je ne sais pas si mon conseiller là, il est là. Monsieur Kimbassa, Amédée. Vous donnerez vos coordonnées et on vous fera parvenir les données. Et vous pourrez les diffuser à qui vous voulez. C'est tout sauf un secret. On vous donnera les données de production, pétrole et gaz désormais. On vous donnera les hypothèses de prix internationaux et puis les hypothèses de prix des bruts congolais. C'est ce qu'on fait comme exercice chaque année. Et on vous donnera les revenus que vous pourriez retrouver dans la loi des finances, qui est une loi. La nouvelle raffinerie est une ambition du président, parce que la CORAF, qui est notre raffinerie actuelle, raffinerie nationale, qui a une capacité d'1 million de tonnes, correspond à peu près à 60-65% des besoins nationaux. Et nous sommes obligés d'importer la différence. Quand on importe la différence, on n'a pas du tout la maîtrise des termes d'échange et donc malheureusement on subit les prix du marché et par moment ce marché international est très très élevé, on n'a pas le choix, on veut acheter et donc on subit le phénomène de ce qu'on appelle l'inflation importée. On importe ici de l'inflation parce que dans ces pays ils ont des coûts plus élevés et comme on achète chez eux, malheureusement on achète à ces prix-là et donc ça s'appelle de l'inflation importée et ça c'est une chose qui nous pose des problèmes. Ça pose des problèmes pourquoi? Parce que l'on approvisionne le pays avec des produits issus de la raffinerie nationale, ou encore plus, que l'on importe ces produits, ils arrivent ici, une fois tous les calculs faits, à des prix qu'une grande partie des Congolais ne pourraient pas supporter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les vend à ces prix? C'est-à-dire la vérité des prix, c'est ce que veut le Fonds monétaire. La vérité des prix, et ainsi on priverait, je ne sais pas quel pourcentage de Congolais d'accès aux produits pétroliers. Et ces produits pétroliers, c'est pas seulement pour les riches. Parmi ces produits, il y en a un qui met très cher, ça s'appelle le pétrole lampant, c'est pas pour les riches. Et comment ils feraient s'ils n'ont même pas accès au pétrole lampant? Mais ces produits sont utilisés aussi pour des usages qui bénéficient à l'ensemble de la population, notamment le transport en commun. Le transport en commun, c'est pas que pour les riches. Donc si les bus et les taxis n'ont plus accès au carburant, comment on fait pour se transporter? C'est la grande quadrature du cercle que nous essayons de résoudre, qui n'est pas totalement résolue. Pour l'instant, la position du gouvernement, en tête le président, est très claire. Il n'est pas question de pratiquer la vérité des prix tant qu'elle a pour effet d'augmenter la pauvreté et de générer de l'inflation. 3 études ont démontré cela chaque fois qu'on a augmenté. 3 études indépendantes ont démontré que même quand on a augmenté pour 5%, ces 5% ont généré de la pauvreté additionnelle et de l'inflation, donc un frein à la croissance économique. Or, c'est ce que nous voulons.
Donc pour l'instant, on trouve un équilibre assez difficile entre un peu d'augmentation, c'est ce qu'on a fait 3 fois, et malgré tout, un peu de subvention. Et toute la bagarre, c'est le niveau de la subvention que nous devons conserver ou pas. Et en définitive, oui, le gouvernement a pensé que la solution, c'était qu'on ait une deuxième raffinerie. C'est un projet qui date d'un certain temps. C'est pas un projet réalisé par l'État congolais, c'est un investisseur privé, étranger, chinois. On peut pas lui mettre le fusil sur la tempe pour lui dire de dépenser de l'argent. Il fait des études de rentabilité, de marché, et son business plan, et c'est en fonction de ça qu'il décide d'investir ou pas. Ça s'appelle de l'IDE, l'investissement direct étranger. On se bat pour ça. Aujourd'hui, la décision est prise de finaliser ce projet. Je vais faire court. Ce projet est désormais endossé par le gouvernement chinois, par le président chinois lui-même. C'est une entreprise d'État qui désormais porte ce projet. Au moment où nous parlons, 70% des équipements sont déjà prêts en Chine. Je suis allé visiter. Au moment où nous parlons, les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet sont prêts, ils ont été mobilisés. Et le frein que nous avions, c'était des problèmes d'expropriation qui sont devenus de plus en plus onéreux, qui viennent gréver les projets, surtout des projets privés, et que le gouvernement est obligé de supporter pour éviter justement que ce soit un frein à l'investissement. On a trouvé une solution. Et donc, en principe, si tout va bien, dans les semaines qui viennent, ce projet va redémarrer. Le temps de construction est estimé à environ 18 mois pour la première phase. C'est un projet de 5 millions de tonnes. Notre raffinerie fait 1 million de tonnes, donc c'est 5 fois plus. Il se fera en 3 phases, 2 millions de tonnes, puis 1,5 million, puis 1,5 million. Les 2 millions de tonnes additionnées aux millions de tonnes de la raffinerie devraient nous amener à avoir 3 millions de tonnes de disponibles ici, suffisant pour couvrir les besoins actuels, pas futurs, les besoins actuels. De 1,5 million, puis 2,5 millions, devrait permettre soit de s'adapter à l'évolution de la demande locale, soit ou concomitamment de générer des capacités d'export dans la sous-région, voire au-delà. De nombreux pays sont déjà demandeurs de cet excédent d'offres qui seraient disponibles ici au Congo, notamment la Chine. Alors, il reste un dernier point à régler, c'est l'accès au brut. Parce qu'une raffinerie, pour que ça fonctionne, il faut qu'ils aient du brut. La loi, le code des hydrocarbures, dispose que tous les producteurs doivent participer à l'approvisionnement du pays, l'approvisionnement local, en fournissant du brut notamment. Mais la loi dit que c'est à un prix préférentiel, et c'est là la bagarre. Ils ne veulent pas vendre moins cher que le prix qu'ils pratiquent à l'international, c'est toute la bagarre qu'on a, qui nous amène aujourd'hui à faire alimenter la CORAF, non pas par ses producteurs, mais par l'État congolais qui accepte de pratiquer un prix faible. On n'a pas le choix, on veut que les populations aient accès aux produits. On a approché un peu les producteurs au moment où se dessinait ce projet, et on s'est rendu compte que nous aurions peut-être même pas la même difficulté, mais pire que cela. S'ils n'ont pas pu approvisionner une raffinerie nationale, pourquoi le ferait-il pour un investisseur privé? Donc la solution que nous avons trouvée, c'est d'octroyer à des partenaires qui se sont choisis des permis pétroliers prometteurs. Tout à l'heure, on en a traité de 2 d'entre eux. Et sont convaincus qu'ils pourraient faire une découverte rapidement. Ils en ont déjà fait une, c'est l'un des permis, ils en ont 5. Et d'ici la fin de l'année, si jamais les découvertes sont confirmées, que rapidement ils puissent produire. Pour des revenus pétroliers pendant les 4 ans, au 31 juillet 2025, la production cumulée nationale a atteint 56 945 552 barils. Ce qui correspond à une moyenne journalière de 268 611 barils par jour sur les 212 jours écoulés depuis le début de l'année. Ah, c'est clair, là. J'espère que c'est plus opaque, c'est fini. Bon, que vous direz plus jamais ça. Notre ambition pour le budget et pour l'ensemble de l'année 2025 s'élève à 100 793 454 barils, soit une hausse estimée à 7,2% par rapport à la production cumulée consolidée de 94 32 830 barils en 2024. Donc vous voyez que l'ambition qu'on a d'augmenter la production, elle est réelle, c'est pas du rêve, c'est pas du vent. Ce sont des chiffres qui sont d'ailleurs, encore une fois, matérialisés dans le budget que vous pouvez vérifier. Quelques détails. Total Énergie récemment a mis en production 4 puits. On appelle ça des puits infill en anglais, c'est des puits pour améliorer la productivité des puits.
Et ils ont apporté au total 9 000 et 3 000 barils jour de plus. Le quatrième puits en cours devrait porter le gain à 15 000 barils jour. Donc on travaille à cela. Perenco Congo fait la même chose. Wingwa travaille un énorme projet qui devrait être lancé assez rapidement, un projet de l'ordre de 23 milliards de dollars. Ils produisent environ 60 000 barils jour aujourd'hui. Ils ambitionnent d'atteindre 200 000 barils par jour d'ici 2030. Eni est très actif sur le gaz, mais n'a pas abandonné le pétrole pour autant. Il continue à faire des travaux de la même nature. Donc, à partir de ça, c'est assez aisé de calculer des revenus. Pour faire ça, nous prenons des prévisions internationales de prix du baril sur l'année ou au-delà. Nous en déduisons les prix du baril congolais. On a plusieurs barils. On a plusieurs blends, plusieurs mélanges. On a Geno mélange, on a le Kosa blend, on a le Yombo, ainsi de suite. Chaque trimestre, monsieur le directeur général de l'économie, audit et trafic pétrolier est dans la salle. Le président du comité des prix organise une séance qui est presque publique. Elle est diffusée largement dans un endroit choisi par celui qui organise ça. Et nous arrêtons les prix à appliquer au brut congolais. Beaucoup d'entre eux ont des décotes, c'est-à-dire qu'ils sont un peu moins valorisés que le Brent, qui est notre brut de référence, mais il y en a quelques-uns qui sont plus valorisés, donc ils ont un premium, et pas une décote. Et sur la base de ces prix-là, eh bien, on calcule les prévisions de revenus pour l'année ou au-delà. Et ensuite, mois après mois, on constate les revenus réels qui, en principe, sont ensuite consolidés dans ce qu'on appelle la loi de règlement, c'est-à-dire la loi par laquelle l'État rend compte de l'exécution du budget au Parlement. Et là, vous avez les chiffres réels. Vous m'avez posé, madame, une question, si je la résume, c'est « on n'a pas d'argent, pourquoi fêterions-nous les 65 ans d'indépendance ?» Et pourquoi ne consacrerions-nous pas ces maigres ressources à autre chose? Alors, c'est curieux. Vous savez, on voit toujours l'herbe plus verte chez le voisin plutôt que chez soi-même. Il y a un pays de la sous-région très proche de nous où l'opinion se demande pourquoi la fête nationale n'est pas célébrée chaque année depuis quelque temps. Et ils s'en plaignent, ils disent « mais pour quelle raison? La fête nationale, c'est un élément du roman national, c'est un élément de célébration, un narratif qui est très symbolique. La fête nationale, c'est un élément important. C'est un rendez-vous important, surtout quand nous fêtons nos 65 ans. Je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est une date qui est pleine et entière, comme les 60 ans l'ont été, comme les 55 ans avant, les 50 ans avant, et on peut remonter comme ça dans l'histoire. Donc ce que nous allons fêter cette année, c'est symboliquement ces 65 ans qui marquent une période, une étape de maturité, malgré nos insuffisances, une étape de maturité importante pour notre roman national. Cette année, nous renouons avec une tradition, madame. Cette fête nationale sera ponctuée par un défilé civil et militaire. Rominique Makaya, Dépêche de Brazzaville. Première question au ministre des Hydrocarbures. 3 ans après l'adoption de la loi portant réorganisation du département ministériel dont vous avez la charge, quel bilan faites-vous de ces réformes et quel profit le pays en tire-t-il? Il y a 3 ans, en effet, nous avons lancé le train de réformes très importantes qui ne sont malheureusement pas encore achevées, contrairement à ce que nous espérions, mais on va poursuivre la dynamique des réformes. Nous avons démarré avec une réorganisation du ministère, consistait principalement à l'éclatement de la direction générale des hydrocarbures. Dans beaucoup d'autres pays, comme chez nous, sous le ministre des hydrocarbures, il y a un directeur général des hydrocarbures, à la tête d'une direction générale des hydrocarbures, et tout se fait dans cette direction générale des hydrocarbures. En réalité, le secteur des hydrocarbures peut être découpé en 3 sous-secteurs. L'amont pétrolier, c'est la partie exploration-production. L'aval pétrolier, mais ça, si on ne rentre pas dans les détails du midstream qui est entre les deux, nous, on a choisi l'aval pétrolier et je pense qu'on a choisi qu'il avale le midstream. Donc l'aval pétrolier,
Et désormais, on a un troisième sous-secteur très très important, c'est le gaz, qui est le nouveau défi du Congo. C'est ce qui m'a été fixé par le président comme étant le nouveau défi, le pétrole. Ça fait 69 ans qu'on connaît dans le pétrole depuis 56. Et à part ces trois sous-secteurs, il y a un certain nombre de métiers connexes à ces trois-là qui sont absolument indispensables, sans lesquels on ne peut pas gérer correctement la mission de valoriser les pétroles congolais. Il y a l'économie pétrolière, il y a le droit pétrolier, il y a le trading, il y a l'audit pétrolier, puis il y a les métiers supports comme l'informatique, le numérique, il me paraît indispensable. On peut pas imaginer de gérer un secteur industriel à notre époque sans une architecture numérique la plus pointue possible. En plus, bien sûr, du reste, il faut quand même gérer le personnel. Évidemment, le fameux renforcement des capacités, il faut qu'il soit assumé et géré correctement, de façon moderne aussi, puis l'administration en général, et ainsi de suite. Donc, c'est sur cette base-là que nous avons engagé cette réorganisation qui, finalement, s'est avérée être l'objet d'une attente de longue durée dont je n'étais pas tout à fait au courant. Et donc, ça a été salué pratiquement par l'ensemble du personnel, avec donc désormais, en lieu et place de la direction générale des hydrocarbures, 4 directions générales, une direction générale de l'amont, une direction générale de l'aval, une direction générale du gaz, on va appeler ça de la valorisation du gaz, mais aussi une direction générale d'économie, audit et trading pétrolier pour ces métiers connexes. Et enfin, nous en avons profité pour mettre en place une inspection générale des hydrocarbures, parce que oui, il faut aller contrôler ce que font les sociétés pétrolières, tout autant qu'elles sont les privées, mais aussi les privées internationales, les privées nationales, mais aussi la compagnie nationale. 3 ans après, nous n'avons pas fini tous les effets de la réorganisation, entre autres parce que les 4 directeurs généraux et l'inspecteur général des hydrocarbures sont tellement occupés, qu'on a du mal à les mobiliser pour mener de façon rapide les suites de la réorganisation. Parce qu'on a des directeurs généraux, après il a fallu installer des directeurs, après il faut installer celles de service, mais entre-temps il faut installer les fameuses 4 directions générales et l'inspection générale, il a fallu s'occuper de ça, les installer, trouver des bureaux, les équiper, notamment en moyens informatiques. Mais pendant ce temps, les dossiers, ils n'attendent pas du tout. Donc, par exemple, le directeur général de la valorisation du gaz, qui est ici, il a fallu qu'il gère le projet Marine 12. C'est un projet de près de 7 milliards de dollars. Inédit dans ce pays. Mais puis, très vite, il y a eu un deuxième projet. Marine 12 avec Eni, deuxième projet avec Wingwa, qui est en cours de montée en puissance. Il y a 3 phases. Les 2 phases les premières sont terminées, il y a une troisième qui arrive. Donc, là, on essaie d'accélérer la finalisation des effets de la réorganisation avec des choses comme, par exemple, l'obligation de repenser complètement les directions interdépartementales. Il y en avait 3, on pense qu'il faut passer à 5. Mais même la structuration de ces directions interdépartementales doit être complètement revue pour refléter la nouvelle organisation. C'est pas si simple que ça. Et ce qui n'est pas forcément le plus facile, c'est de trouver des hommes et des femmes. Eh oui. Parce qu'on peut définir les services, on peut définir des sections, mais il faut des animateurs. Et c'est pas si évident que ça. Parce que malheureusement, la réalité dans la plupart de nos ministères, c'est que il y a d'une part la pression des diplômés, des familles pour qu'on puisse recruter à la fonction publique. Mais il y a en même temps les fameux agrégats macroéconomiques chers à notre journaliste économiste Alphonse Dongo, qui nous imposent de tenter de maîtriser un peu mieux la masse salariale que doit supporter l'État, qui aujourd'hui est au-delà de nos capacités réelles de financement de cette masse salariale. Donc on essaie de la maîtriser. Et dans ces équilibres qui sont difficiles, eh bien, la plupart des ministères manquent de compétences métiers. Ça paraît étonnant. De compétences métiers. Du ministère des hydrocarbures est très largement en deçà des compétences métiers qui sont nécessaires pour son fonctionnement. Très, très en deçà. Je ne suis pas convaincu que nous ayons 5 économistes pétroliers. Je ne suis pas convaincu qu'on ait 5 traders. Je ne suis pas convaincu qu'on ait 5 juristes pétroliers dignes de ce nom. Et ainsi de suite. Mais la même chose peut être dite pour les géologues, les géophysiciens, les ingénieurs gisements. Je parle de ceux qui travaillent au ministère. Gisements, ensuite il y a les métiers exploitation, production, forage, complétion, ainsi de suite. On est largement en deçà.
Chaque année, c'est la bagarre avec le Fonds monétaire, c'est la bagarre au niveau du gouvernement. Le ministre participe à ça, évidemment, lui aussi se bat avec le Premier ministre pour obtenir des quotas, mais des quotas pour des compétences pointues dont nous avons besoin. Une fois qu'on a eu le quota, il faut encore trouver des compétences sur le marché. Et court pas les rues, malheureusement. Parce que les compétences les plus pointues, elles sont très, très vite recrutées par les sociétés privées qui leur proposent ce que nous, on n'a pas les moyens de leur proposer. En termes de salaire, de conditions de travail, de carrière. Donc, c'est pas évident. Aujourd'hui, par exemple, pour convaincre un informaticien pointu de venir travailler pour la fonction publique, c'est pas évident du tout. C'est même presque périlleux. Pourtant, il nous en faut. Donc, c'est tout ça qui retarde. Mais du point de vue du bilan qualitatif, je suis heureux qu'on ait fait cela. Parce que cette réorganisation a permis d'avoir une meilleure spécialisation des équipes. Ceux qui sont au gaz, ils se consacrent au gaz, ils négocient, ils étudient les dossiers, il y a quelques formations de temps en temps, et ils sont en train de devenir de plus en plus pointus au gaz. La même chose à l'amont, la même chose à l'aval. Qualitativement, on voit bien que les équipes sont de plus en plus pointues, donc de plus en plus efficaces, donc de plus en plus performantes. Donc c'était vraiment le bon choix, personne ne s'en plaint. On attend impatiemment d'arriver jusqu'au bout. Au micro, Rossetti Mongala, pour le compte du média Panoramique Actu. Monsieur le ministre Itoa, le Congo est un pays producteur du pétrole. Malheureusement, l'État congolais connaît de manière récurrente des pénuries, occasionnant parfois la hausse du prix du transport en commun, ce qui est le cas d'ailleurs de nos jours. Alors, qu'est-ce qui justifie ces pénuries de manière récurrente? La dernière question, je vais l'adresser à monsieur le ministre de la Communication. Monsieur le ministre, le passeport, c'est un problème, c'est un casse-tête, on le sait très bien. Le gouvernement y travaille pour pouvoir apporter du sourire, s'il faut le dire, aux populations. Est-ce que n'est-il pas temps que le Congo trouve un autre partenaire pour pouvoir produire ce carton ou les cartons de passeport pour éviter qu'il y ait rupture à tout moment? Merci beaucoup. Bon, c'était une question attendue. J'aurais été choqué de repartir d'ici sans qu'on me la pose. L'approvisionnement du pays se fait par deux voies. Le pays en produits pétroliers. Principalement, la CORAF, notre raffinerie nationale, à hauteur de 65% à peu près, de la demande actuelle. Les 35% manquants, c'est par la voie des importations. Que l'on s'approvisionne par la raffinerie ou que l'on s'approvisionne par l'importation, l'équilibre financier de l'opération est déficitaire. C'est-à-dire que si on achète du carburant à l'étranger et qu'on le vend ici, on perd de l'argent. Si on achète du carburant à la CORAF, qu'on le vend, on perd de l'argent. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a décidé depuis des années de ne pas ajouter de la peine à celle qui existe déjà. En laissant pratiquer la vérité des prix, encore une fois, il y a de nombreux Congolais qui n'auront pas les moyens d'acquérir les produits pétroliers. Or, pour l'instant, le taux d'accès à ces produits pétroliers est faible, pas seulement pour ces raisons-là, pour d'autres raisons. Il faut des investissements, il faut couvrir davantage le territoire national en infrastructure. Il faut améliorer la distribution, commercialisation, et ainsi de suite, les capacités de stockage, beaucoup de choses. Mais si on devait ajouter cela, ça n'irait pas dans la bonne direction. Donc, ça fait des années que nous subventionnons. Nous subventionnons à des montants importants. Il est arrivé certaines années qu'on subventionne à hauteur de 300 milliards à l'année. C'est-à-dire qu'on a pris 300 milliards de revenus qu'on aurait pu utiliser pour l'hôpital, pour le coût, hein, madame aurait raison, pour l'hôpital, pour l'école, pour les routes, et ainsi de suite. On a décidé de les investir pour que le plus grand nombre possible de Congolais ait non seulement accès aux produits pétroliers, mais que le transport en commun, par exemple, n'augmente pas, que le pain n'augmente pas, que la bière n'augmente pas. Tout produit qui, parfois, le sont à partir de sources d'énergie qui fonctionnent à partir du carburant, du diesel notamment. C'était le choix du président. Puis nous sommes entrés en programme. Et là, le Fonds monétaire, ils ne comprennent pas. Ils comprennent 300 milliards qu'on le consacre à cet usage. On considère qu'on devrait pratiquer la vérité des prix, qu'on devrait pratiquer la loi du marché, de l'offre et de la demande. On devrait laisser le marché fixer les prix. Ça s'appelle faire de la dérégulation. Il n'y a plus de règles.
Dans les pays où c'est pratiqué, le matin, le carburant a un prix, à 12 heures, il a un autre prix, à 16 heures, il a un autre prix. Il a un prix dans une station, un autre prix dans une autre station. Ça existe dans certains pays, y compris en Afrique. Nous, on a dit non, on n'est pas prêt à ça. Surtout que, comme je l'ai dit, les 3 études montrent que les quelques augmentations qu'on a faites, qui sont en dessous du niveau espéré par le Fonds monétaire, le Fonds monétaire voulait qu'on augmente au niveau de 64% des prix. C'était ça l'équilibre d'après leur modèle. Bon, on n'a jamais pu tester leur modèle. Et donc ça, on a dit non, on ne peut pas. On avait d'autres mesures d'accompagnement qu'on a privilégiées, ce qui nous a permis de réduire le niveau d'augmentation que souhaitait le Fonds monétaire. Mais pour l'instant, malheureusement, le niveau de subvention a tellement baissé que les quelques augmentations que nous avons acceptées n'ont pas ramené la situation à l'équilibre. On continue à perdre de l'argent, surtout quand on importe. À telle enseigne que les marketeurs, les compagnies qui disposent de l'agrément de distribution et commercialisation rechignent à importer. Ce sont des hommes d'affaires, pourquoi ils vont perdre de l'argent? Et nous n'avons pas de quoi compenser la perte intégralement. On peut compenser partiellement. Donc, à cause de cela, les marketeurs qui, d'après nos textes, sont en même temps marketeurs et importateurs agréés, en plus de la CORAF, n'importe que pour des clients, des situations ponctuelles, des clients industriels qui sont capables, eux, de payer au prix réel. Comme par exemple les pétroliers, ils ont les moyens de payer au prix réel. Puisque leur activité est tournée vers l'export, ça n'a pas d'impact sur les Congolais, ça n'a pas d'impact sur l'inflation, rien du tout. Donc eux, ils sont prêts à payer le prix international, mais ils ont de quoi payer. En dehors de ces cas, les marketeurs ont du mal à importer pour le marché. Donc, qui est-ce qui fait ça? C'est la SNPC. La SNPC le fait donc à perte. Elle le fait comme un devoir national, public, qui lui a été imposé. Nous lui avons donné un mandat pour ça, et qu'elle continue à assumer, y compris en perdant de l'argent. Au moment où nous vous parlons, je ne sais pas comment la SNPC fait pour équilibrer les pertes. De temps en temps, quelques mesures sont prises, quelques compensations, mais aujourd'hui, je ne sais pas du tout, et j'imagine que la SNPC compense ses pertes par les gains qu'elle réalise ailleurs, notamment dans l'amont pétrolier où elle gagne un peu d'argent. Résultat, comme c'est une activité à perte, par moment, la SNPC a du mal à importer. Ce qui se comprend. Il y a des moments, ça vient en retard. Il y a des moments, elle n'a pas la quantité qui convient. Et puis, comme ça ne suffisait pas, parfois, la raffinerie s'arrête. Parce qu'une raffinerie, c'est une usine, donc ça s'arrête. Ça s'arrête parce qu'il y a une panne. Ça s'arrête aussi pour des raisons simplement de maintenance. Ce qu'on appelle l'arrêt métal, il faut le faire. Si on ne le fait pas, on va détruire l'usine. Mais la solution réelle, se situe à 2 niveaux. D'abord, merci madame pour la question, la nouvelle raffinerie. Quand nous aurons la capacité à couvrir les besoins du marché, nous n'aurons plus besoin d'importer. Nous aurons réduit cette source de déficit. Il faudra travailler pour que les 2 raffineries soient suffisamment compétitives pour que, avec les prix fixés par l'État, elles gagnent de l'argent. En attendant aussi que la 2e raffinerie vienne. D'autres éléments qui devraient être substantiels dans la résolution du problème, c'est le pipeline. Nous avons entendu parler, on a signé avec la Russie, la construction d'un pipeline entre Pointe-Noire et Brazzaville. Et ce pipe devrait nous aider à résoudre des problèmes de logistique, parce qu'il y en a évidemment énormément. Il y a des moments où on a un tout petit peu de produits à Pointe-Noire, mais l'acheminement à Brazzaville, qui se fait soit par la voie ferrée, soit par la route, clairement, ne nous permet pas d'aller aussi vite qu'on le souhaiterait. C'est encore pire pour la partie septentrionale, où ça passe par la route ou par la voie d'eau. Les 2 voies sont aujourd'hui en dessous des performances souhaitées. Donc, en attendant cela, le sujet sur lequel on travaille beaucoup, c'est sur les stocks. J'en ai prévu 3, stocks dits commerciaux ou outils, stocks de sécurité et stocks stratégiques. L'ensemble des 3 stocks, d'après les textes, devraient représenter 2 mois de consommation nationale. Pour l'instant, on a du mal à atteindre les 15 jours et à les maintenir. Le jour où on aura ces 2 mois de stock disponibles, pérennisés, il nous faudra 2 mois de dysfonctionnement avant d'entrer en pénurie. Il faudrait vraiment faire exprès pour y arriver. Il y a des conditions. Le stock outils, c'est du ressort des marketeurs. Là aussi, ils rechignent à le mettre en place avec énormément de raisons. Il n'y a pas assez de place au niveau de la SLO qui gère les capacités de stockage. Bon, il y a de grands débats scientifiques autour de ça.
mais il pose aussi le problème du coût de cette immobilisation de produits. Ça a un coût. Ça a un coût. Comment on finance ça? C'est prévu dans la structure de prix, mais c'est pas sûr que ce soit suffisant. Le stock de sécurité stratégique est du ressort de l'État. Dans beaucoup de pays, l'État confie malgré tout cela aux marketeurs. Alors si déjà ils n'arrivent pas à constituer les 15 jours de stock outils, c'est pas le mois et demi des stocks de l'État qu'ils vont réaliser. Et donc, nous travaillons avec la SNPC qui en a le mandat et quelques partenaires pour accélérer les solutions. Elles sont connues. Il faut y travailler, il faut finaliser les accords, il faut mobiliser les ressources. Et pour, je l'espère, d'ici la fin de l'année, je dis pas qu'on va réaliser les 2 mois, mais l'objectif que j'ai fixé aux équipes DG de Laval Pétrolier là, c'est de parvenir au moins à 1 mois. Si on a déjà 1 mois de stock disponible, il faudra 1 mois de dysfonctionnement pour avoir la pénurie, et je crois que quand même, en 1 mois, on peut corriger beaucoup de choses. Comme si les difficultés ne suffisaient pas, nous faisons face à une recrudescence de comportements inciviques d'une très grande gravité. Les consommateurs sont rackettés, il n'y a pas d'autre terme, par des pompistes, par des chefs de station, par des gérants de station, pardon. Et nous avons aujourd'hui engagé des mesures, je l'espère, suffisamment sévères pour que ces comportements soient traités avec la plus grande des rigueurs, allant jusque, je l'espère, à des poursuites pénales. Mais nous avons exigé de tous les marketeurs qui sanctionnent administrativement tous les faits qui seront identifiés, et nous avons mis en branle un plan d'action qui inclut évidemment la force publique, notre inspection générale, la direction générale de Laval Pétrolier, le ministère de la Consommation, par le biais de la direction générale de la Consommation, pour mettre un terme à cela. C'est déjà difficile quand il y a pénurie. Si en plus vous êtes taxé de 10 000 francs, c'est arrivé à mon directeur de cabinet, pour qu'on lui fournisse du carburant, il avait une carte, il avait de quoi payer. On lui a dit, il faut 10 000 francs. Il a dit, mais je suis directeur de cabinet du ministère des Hydrocarbures, on s'en fiche, il faut 10 000 francs. Et sinon, c'est 2 500, ainsi de suite. C'est pas acceptable. C'est criminel. Et la même chose est vraie pour ceux que eux, ils alimentent. Parce que lorsqu'ils ne fournissent pas à des clients réguliers, qui sont prêts à payer, quand ils créent une pénurie qui n'est pas vraie, qui est factice, c'est du produit dit, il n'y en a pas. Ils vendent au fameux Kadhafi. Mais c'est devenu plus élaboré que ça. C'est pas les Kadhafi, ceux de la rue. Non. C'est des gens qui ont construit des installations de stockage illégales, non autorisées, dans les quartiers. On a eu droit à un incendie. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu plus de morts que ça. On a eu un autre sur un bateau. Et donc, ils alimentent ces dépôts illégaux, et ces dépôts pratiquent 2-3 fois le prix, notamment pour le pétrole lampant. C'est juste criminel. D'abord, je voudrais compatir avec l'opinion, avec la population sur ce problème qui effectivement est un problème difficile. Il est d'autant plus difficile il faut le reconnaître. La population qui est le plus en demande, ce sont nos plus jeunes compatriotes qui, pour des raisons d'études ou pour des raisons simplement de projet de vie, souhaitent obtenir la possibilité d'aller à l'étranger momentanément ou pour une plus longue durée. Et c'est cette population-là, nos jeunes, qui est malheureusement la plus impactée du fait de cette difficulté. Donc je tiens à dire que pour le gouvernement et les services compétents, il s'agit là d'un souci extrêmement important. Alors, une fois que j'ai dit cela, il faut quand même que je mette devant vous sur la table un certain nombre de réalités. D'abord, c'est un problème qui tend à devenir structurel, qu'en réalité, il est d'abord un problème conjoncturel. Puisqu'on parle de la majorité des demandeurs en passeport, ce sont les jeunes. Les jeunes, il y a dans une année, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, quelques grandes périodes de l'année où il y a des demandes de passeport. Généralement, c'est au moment de l'approche des rentrées scolaires et universitaires. Et donc, on a traditionnellement toujours à ce moment-là un pic qui ajoute à la difficulté d'obtention de ces passeports et de ce que nous appelons effectivement les cartons. La deuxième difficulté qui ajoute à la complexité, c'est que non seulement
il y a ces pics, mais il y a également la complexification, donc la difficulté de plus en plus grande à tenir compte des exigences de la CEMAC, parce que nos passeports ne sont pas proprement nationaux comme ils l'étaient il y a quelques décennies. Les passeports, il y a des normes biométriques, il y a des normes techniques qui sont fixées par la CEMAC. Vous voyez d'ailleurs que sur nos passeports, je crois le mot République du Congo arrive après celui de Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Alors, tout ça contribue à rendre difficile la production des passeports. La troisième difficulté, mais je vais l'aborder de manière un peu allégorique, donc j'espère que nous nous comprenons. Quelqu'un a dit, vous, monsieur Mongala, oui, pourquoi ne pas changer de partenaire? Oui, évidemment, on peut chercher à changer de partenaire, à trouver un partenaire plus efficace, peut-être, ou un partenaire moins exigeant, parce que, vous savez, un partenaire commercial, le ministre l'a dit tout à l'heure, ce sont des capitalistes, ce sont des gens qui ne vont pas vous produire à perte, tout ça parce que vous avez effectivement ce souci qui est de servir votre population et notamment vos plus jeunes, mais ils demandent aussi souvent à être payés en temps réel. On a souvent ces distorsions dans la gestion de la relation contractuelle. Donc nous espérons, je tiens ici, parce que j'en ai parlé, figurez-vous, avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur il y a quelques jours, et il nous a rassuré, le ministre, sur le fait que nous pourrions voir en grande partie le bout du tunnel au fond et dans les perspectives. Je suis Prévu Thiro, journaliste à la GoTV. Monsieur le ministre, quels sont les projets de développement les plus prometteurs en cours concernant l'amont pétrolier? D'abord, aujourd'hui, clairement, le gaz. C'est un nouveau défi. Heureusement pour nous, il est en marche depuis 2023. Avec le projet que nous développons avec la compagnie Eni Congo, sur principalement le permis Marine 12, tout petit peu sur Bundi. Projet prévu en 2 phases. Une première phase qui a démarré en 2023, en effet, avec 600 000 tonnes par an. C'est pas énorme, mais c'était le premier essai. C'était important de déjà le réaliser. Il a été fait en fast track, comme on dit, dans un processus très rapide, puisque nous avons fait adopter les textes le 1er janvier. C'est inédit. Le 1er janvier, on a réussi à rassembler l'Assemblée et le Parlement et le Sénat pour adopter les textes. Et à la fin de l'année, le projet était prêt à démarrer, avec une première cargaison février-mars de l'année suivante. La phase 2, qui est la plus importante, avec un bateau qui doit nous permettre de produire 2,4 millions de tonnes de plus, ce qui nous portera à 3 millions de tonnes. Nous allons à la fin de ce mois assister à la mise à l'eau. Il est fabriqué en Chine. Il va arriver dans nos eaux autour du mois d'octobre et en décembre, en principe. Cette deuxième phase démarre avec peut-être une première cargaison dès le mois de février ou mars, en tout cas au premier trimestre 2026. C'est une très bonne chose parce qu'avec 3 millions de tonnes ou 4,5 milliards de standards mètres cubes, nous ne sommes pas encore dans les plus grands en Afrique, loin s'en faut, mais nous ne sommes plus dans les plus petits, nous sommes un acteur important. À la suite de ce projet, le premier projet de gaz, il y a un deuxième qui a été engagé avec la société Wingwa, de plus faible taille, mais totalement tourné, ou en tout cas principalement tourné vers le marché local, tandis que le premier sert essentiellement à l'exportation, à part le gaz qui est fourni à la CEC, heureusement, et grâce auquel on produit c'est 70% de la demande nationale. Ce deuxième projet tourné vers le marché local devrait nous amener à produire du gaz, pour ceux qui en ont besoin. De l'électricité, c'est déjà fait. Du butane, le butane qu'on utilise pour faire la cuisine dans nos maisons. On devrait passer à une production de l'ordre de 200 000 tonnes par an, alors qu'on consomme environ 40 000 tonnes. Donc, ça nous permettra d'avoir l'ambition de couvrir tous les besoins, mais surtout d'améliorer le taux d'accès, qui est actuellement très faible, et d'améliorer la couverture nationale en accès au butane.
Il va permettre de produire aussi du propane et il y a des industries qui en ont besoin. Et à partir du propane, il est prévu qu'on produise du polypropylène et à partir du polypropylène, un certain nombre de produits finis comme les casiers, les bouteilles d'eau, maillot, là, ainsi de suite. Pardon pour la publicité. Pour être produit. Mais il va nous permettre de produire du GNL local. À l'export de projet Marine 12, produit du GNL, du gaz naturel liquéfié. C'est le meilleur moyen de le transporter facilement. Si on ne veut pas passer par des gros réseaux de pipes internationaux, le GNL, il est transportable par bateau, transportable par train, par la route. Et donc, ils vont produire du GNL local et ça peut changer énormément de choses. D'abord, grâce à ce GNL que nous pouvons transporter n'importe où, nous pouvons accélérer l'accès à l'électricité puisqu'on peut construire des turbines à gaz partout dans le pays. Mais aujourd'hui, nous avons des idées avec eux, avec les Chinois, pourquoi pas, de promouvoir l'utilisation du gaz pour les véhicules, y compris pour le transport en commun. Probablement, on commencerait par des véhicules hybrides. Et ça réduirait, entre autres, la facture à l'importation des produits finis dans les conditions actuelles. Et le jour où on en aura suffisamment, ça laissera à chacun le choix du carburant qu'il veut utiliser pour son véhicule. Si, effectivement, derrière, il y a un appétit, il y a une adhésion, et il y a de plus en plus de véhicules hybrides. Donc ça, c'est vraiment le grand projet. Mais pour rester sur Wingwa, elle a probablement aujourd'hui l'un des projets les plus ambitieux de notre secteur hydrocarbures, avec le développement du territoire de Bangakayo et des extensions qui lui ont été accordées, qui l'ont emmené à envisager un projet de 23 milliards de dollars. C'est inédit au Congo, c'est totalement inédit. Et envisager d'avoir une production qui pourrait atteindre les 200 000 barils par jour. Ils sont à 60 000 barils par jour aujourd'hui. Ils espèrent atteindre les 80 000 à la fin de l'année. L'année prochaine, atteindre les 100 000, voire dépasser, mais avec des perspectives qui ont été présentées au ministère, qui sont excellentes du point de vue technique, du point de vue de la construction du projet, devrait les amener peut-être, on l'espère, à atteindre les 200 000 barils par jour. Je mettrai en troisième position les projets avec Total, évidemment. Non seulement il y a ces projets sur Moho, où il continue à faire ces puits qui devraient améliorer de façon considérable la production. Moho est notre premier champ en matière de production au Congo. Mais nous venons, je sors du Parlement, d'attribuer un nouveau permis à Total. Un puits devrait être foré avant la fin de l'année. Et nous fondons beaucoup d'espoir sur ce puits et sur ce permis. On espère que ça va déboucher sur une découverte. Les projets suivants, je vais les regrouper à travers la société Perenco, qui est un ensemble de projets, une dizaine de projets, principalement dans le cadre de leur métier, de reprise de champs marginaux, de reprise de champs anciens, de reprise de champs vieillissants. Là, aujourd'hui, leur a été attribué le CPP, le contrat de partage de production de l'Ikwala et Ikalu. On attend 100 millions de barils de plus, 1 milliard de dollars d'investissement. Nous avons en chantier 2 autres projets, je ne peux pas les nommer pour l'instant, qui devraient avoir le même statut, des champs marginaux qui vont revitaliser, à qui donnent une nouvelle vie de 20 ans. C'est à travers des permis d'exploitation. Les permis d'exploitation, c'est 20 ans plus 5. Mais entre-temps, ils travaillent sur 2 ou 3 projets, Gombe, Tchendo, et lorsqu'on prend l'ensemble de ces projets-là, et ça devrait les emmener à conforter leur position, voire l'améliorer. Ils sont le 2e producteur aujourd'hui, ils sont à 80 000 barils jour. Ils espèrent dépasser les 100 000 barils jour. Et ils pourraient aussi s'engager dans le gaz. Évidemment, en dehors du gaz, Eni fait aussi du pétrole, heureusement. Et même le projet gazier devrait permettre d'améliorer le soutirage de pétrole et ainsi améliorer la production actuelle. Voilà les principaux projets sur lesquels nous fondons beaucoup d'espoir. Et vous avez vu que c'est surtout en mer, sur le bassin côtier, c'est-à-dire au large de Pointe-Noire. Mais en onshore, nous avons le projet MKB, qui a un énorme potentiel, que nous avons confié à un nouvel opérateur, un Congolais associé à des partenaires américains. Et nous espérons qu'ils vont pouvoir faire aussi bien que sur Bangakayo, opéré par Wingwa, puisque nous dit-on, le potentiel sur MKB
pourrait être meilleur que celui de Banga Kayo. Donc si Banga Kayo nous permet d'espérer 200 000 barils jour, je rappelle que la production actuelle c'est 268 000 barils jour. On espère que les études en cours, les analyses en cours nous permettront d'envisager un projet, si ce n'est pas 200 000, mais en tout cas de grande envergure. Mais au moment de l'attribution, l'opérateur, le nouveau, nous avait indiqué que son objectif était de 100 000 barils jour, dans un terme de 4 à 5 ans. Nous ne pouvons pas oublier le bassin côtier, dans la partie septentrionale, où pour l'instant il y a un seul permis, Ngoki, avec un opérateur congolais, SRPD Oil. L'évidence de la présence d'hydrocarbures a déjà été faite. Il s'agit maintenant de poursuivre les travaux, apprécier un peu mieux les volumes en place, les réserves potentielles, le projet de développement, et on espère que tout cela aboutira à un projet industriel pétrolier dans cette partie-là. C'est délicat, on n'est pas très loin des tourbières, et ainsi de suite, mais il semble que pour l'instant, la faisabilité d'un tel projet soit tout à fait envisageable, sans mettre en péril nos engagements environnementaux. L'ensemble de ces projets nous a fait dire, au dernier forum qu'on a tenu sur l'industrie pétrolière ici à Brazzaville, que notre objectif est d'atteindre les 500 000 barils d'équivalent pétrole par jour d'ici 5 ans. D'après nos prévisions actuelles, en 2030, nous devrions être à 498 000. Et ceci ne prend pas en compte tout ce que je viens de vous énoncer. Donc voilà, l'amont pétrolier congolais, tel qu'aujourd'hui nous l'envisageons pour les années à venir, nous sommes à 268 000 barils jour de pétrole. Il faut y ajouter les 600 000 tonnes par an de gaz. L'objectif, c'est non seulement augmenter la production de pétrole, mais augmenter la production de gaz. Et lorsqu'on intègre les deux, atteindre les 500 000 barils équivalent pétrole. On dit équivalent parce qu'on transforme la production de gaz en équivalent pétrole pour pouvoir les comparer d'ici 5 ans. Je suis Achille Mayanda et je pose ma question pour le compte du média en ligne Goel TV. Alors, Monsieur le ministre, depuis 2024, notre pays, le Congo, est rentré dans un cercle restreint des pays producteurs de gaz, avec la commercialisation de la première cargaison de gaz naturel liquéfié. Alors que la valorisation du gaz est aujourd'hui au cœur même de la stratégie énergétique de notre pays. Alors, pourriez-vous nous dire comment notre pays, le Congo, pourrait-il tirer profit de la valorisation de ce gaz qui est produit sur son sol? Je crois vraiment, sans flagornerie, sans langue de bois, se réjouir de ce que, je ne sais trop pour quelle raison, le président de la République est cru au gaz depuis longtemps. Et je peux en témoigner. Depuis longtemps, cru au gaz. Nous avons commencé avec une petite centrale à gaz de 25 MW à Pointe-Noire, puis elle est montée à 50 MW, puis on est passé à la centrale dite CEC aujourd'hui à 480 MW. C'était assez curieux. En 2007, je ne sais pas combien de pays ont pris un texte interdisant le torchage, mais le Congo l'a fait. Assez étonnant. Donc aujourd'hui, on peut s'en réjouir, au moins à 2 titres. D'abord parce que clairement, au niveau mondial, nous parlons beaucoup de transition énergétique. L'énergie de transition, alors transition énergétique, chacun en a sa compréhension. L'hémisphère nord en a une certaine et nous, une autre. Bon. Mais on peut considérer que la transition, c'est passer des énergies qui ont tendance à détruire la planète, notamment avec l'émission de gaz à effet de serre et autres effets nocifs, pour arriver à des énergies qui n'ont aucun effet nocif sur la planète. Donc, les fameuses énergies renouvelables, et donc surtout pas les énergies fossiles. Voilà la définition la plus simple de la transition énergétique. Entre les deux extrémités, il y a un certain nombre d'étapes et nous sommes au milieu de ce parcours. Pour l'instant, les énergies renouvelables ne peuvent pas totalement remplacer les énergies fossiles. Pour l'instant, on ne peut pas se passer, et cela va encore durer au moins 15 ans, des énergies fossiles. Puisqu'il faut des énergies fossiles, alors laquelle est la plus pertinente? C'est le gaz. C'est le gaz. En même temps qu'on n'a pas d'autre choix de continuer à produire du brut et on essaie de le faire de la façon la plus nocive qui soit, en réduisant l'empreinte carbone, et quand on ne peut pas faire mieux que ce qu'on a déjà, eh bien, on peut au moins avoir des mesures de compensation, notamment par la captation de carbone, des projets
forestiers, des projets comme celui de Eni avec la production d'huile. Donc, pour le pétrole, c'est ce qu'on peut faire. On essaie par les technologies de réduire l'empreinte carbone, mais en même temps, on essaie de compenser cette empreinte carbone de façon à avoir un équilibre qui soit ou zéro, net zéro ça s'appelle, ou même pourquoi pas positif. Mais le gaz, lui, a l'empreinte la plus faible. L'Europe, la Commission européenne, a décrété le gaz comme étant une énergie propre. Elle n'est pas totalement exempte d'empreinte carbone, mais l'empreinte carbone est tellement faible, surtout si en plus on transforme le gaz. Si on le valorise, eh bien là, on peut totalement effacer l'empreinte carbone. Donc, le monde entier se bat pour produire de plus en plus de gaz. Il se trouve qu'on en a. Donc, ça tombe bien. Il se trouve qu'on a un président qui y croit. Donc, ça tombe bien. Il se trouve qu'on a des partenaires, non seulement qui y croient, qui ont décidé d'investir là-dedans, Eni, Wingwa, mais nous avons 2 ou 3 autres partenaires, c'est encore en discussion, qui envisagent des projets gaziers également. Donc, ce premier point de vue est important pour nous, c'est d'être un acteur non négligeable de ce qui est aujourd'hui l'énergie la plus sublimée. Et nous l'utilisons pas seulement pour nous, mais nous l'utilisons en participant à l'approvisionnement du marché international, puisque je vous ai dit, le premier projet, il est tourné essentiellement avec l'export. C'est pas exporté pour le Congo, c'est exporté pour l'Europe, pour les autres pays qui en ont besoin. Nous participons à améliorer l'équilibre mondial de la demande et de l'offre. Pour le gaz, qui était devenu un élément clé de cet équilibre général au niveau du mix énergétique mondial. Donc ça, c'est formidable. Ah, évidemment, on fait pas ça gratuitement. Quand on exporte, on a quelques revenus, évidemment. Le ministre l'a dit, quand vous regardez le budget désormais, il y a une ligne nouvelle depuis l'année passée, recettes tirées de la production de gaz. L'année passée, on était à 26 milliards. C'était timide. Cette année, ça a augmenté. L'année prochaine, ça va commencer à exploser. Nous avons fait cette prévision au gouvernement. L'année prochaine, ça va commencer à augmenter de façon plus importante, et ainsi de suite. Donc, c'est pas exempt de bénéfices. Il y a des revenus directs qui participent au budget de l'État, qui participent à améliorer la capacité de l'État à pouvoir développer le pays, à pouvoir investir les infrastructures, ces nombre de projets structurants comme l'agriculture, et ainsi de suite, exigent l'intervention de l'État. Mais en même temps, évidemment, avec ces revenus, l'État fait face aux problèmes sociaux, l'éducation, la santé, l'assainissement, le logement, ainsi de suite, l'eau, l'électricité. Donc, c'est le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est, bien sûr, on peut citer les bénéfices connexes, l'emploi, mais j'aimerais m'appesantir sur ce projet Wingwa qui donc est essentiellement tourné vers le marché local. À cause de ce gaz et de ses dérivés qui va être déversé sur le marché local congolais, nous avons à construire un nouvel écosystème industriel, commercial, voire social, qui s'appelle le gaz. Il est essentiellement incarné par l'aval gazier, mais pas seulement. Il y en a la possibilité à de nombreux acteurs de participer à la chaîne de valeur gazière. Chaîne de valeur. Je vous ai dit, on produit du propane, puis après du polypropylène, et puis après on peut faire des bouteilles d'eau, on peut faire des casiers, ainsi de suite. Nous faisons le plaidoyer, et je crois qu'on n'en dit pas encore assez, et on doit continuer pour que les Congolais s'intéressent à ce nouvel écosystème, qui ne laisse pas encore la place aux étrangers. Il y a de la place pour des grosses industriels, on n'en a pas beaucoup. Il y a de la place pour des PME. Il nous en faut beaucoup, beaucoup plus. Industriels, donc des PMI. Et il y a de la place même pour des artisans, et ainsi de suite, dans cette chaîne de valeur. Il y a de la place dans la filière de production. Il y a de la place dans la filière de transport. Il y a de la place dans la filière de commercialisation. Notre ambition pour le gaz, notamment le butane, c'est que tout Congolais qui en a besoin puisse y avoir accès facilement, il ne faut pas qu'il fasse des kilomètres, et à un prix qui corresponde à son budget. C'est une grosse ambition. Il y a des pays africains qui ont un taux d'accès au butane qui dépasse les 90%. Donc, c'est tout à fait faisable. Il y a un ensemble de réformes à mettre en place, de dispositions à prendre. Il y a de l'éducation économique à faire pour que, je l'espère, autour
de ce nouvel écosystème, il y a une nouvelle économie nationale qui se construise. Économie nationale qui peut d'ailleurs acquérir une expertise qu'il pourra vendre ailleurs. Mais il y a de la place pour que tout près de chaque village, pas très loin, on puisse avoir accès au butane. Et ça ne peut pas se faire uniquement par la voie conventionnelle, c'est-à-dire que si on compte que sur les stations d'essence, on ne va pas y arriver. Il n'y en aura pas à côté de chaque village. Si on compte sur les centres commerciaux, ce qui fait beaucoup en Europe, on ne va pas y arriver, on n'en a pas tellement. Des malls, je ne sais pas, je crois qu'on en a un ou deux, si on peut les appeler ainsi. Il y a d'autres idées. Nous pouvons nous inspirer de ce qui a été fait au Sénégal et en Côte d'Ivoire notamment, je reviens là-dessus, pour construire le marché de cet aval pétrolier pour que le Congolais lambda, y compris avec un budget faible, puisse accéder au gaz. Pour donner des indices, évidemment, on ne peut pas l'envisager si on n'a que des bouteilles de 12 et de 20 kilos. C'est clair qu'il faut complètement modifier le mode de distribution, passer à des bouteilles plus petites de 5 kilos, de 3 kilos, de 1 kilo, pourquoi pas d'un demi-kilo, que l'on peut trouver, y compris dans la plus petite des boutiques, petites boutiques, dans le pays, comme on peut trouver la boîte de sardines et de tomates. Il faut arriver à ça. Mais au bout du compte, je crois que ce serait extrêmement bénéfique, parce que, encore une fois, c'est de l'économie locale, c'est des ressources qui restent ici, qui sont captées, qui rentrent dans le système financier national. C'est la création d'emplois, c'est la création d'entrepreneurs, c'est la création de TPE, de PME, de PMI, ainsi de suite. Je vois là un bouleversement incroyable. Je ne sais pas comment le faire partager à l'opinion. On le fera, on fera ce travail. On a l'intention de créer un office congolais du gaz, dont la mission sera essentiellement tournée vers le développement du sous-secteur gazier pour le marché local. Ce sera leur mission. Je suis Trouchungolo. J'interviens pour le compte de la chaîne de télévision Antenne A RDC. Alors, monsieur le ministre, il y a un Congolais qui m'a posé la question de savoir. Il me dit, monsieur le journaliste, pourquoi le Congo dépense autant d'argent pour permettre au Premier ministre, sinon à l'exécutif, d'aller solliciter les soutiens des pays frères pour la candidature de Firmin Edouard Matoko à la direction générale de l'UNESCO. Qu'est-ce que le Congo a bénéficié après son élection? Alors, pourquoi la candidature de M. Matoko? Premièrement, parce qu'il y a eu une élection qui est ouverte. Pour qu'il y ait une candidature, il faut qu'il y ait un processus électoral. Le processus électoral, pour élire le futur, ou la future, parce qu'il y a une troisième candidate à part l'Égyptien qui est un homme et notre candidat qui l'est également, il y a une candidate mexicaine. Donc, le futur DG de l'UNESCO, directeur général, ou la future directrice générale. Cette période électorale est ouverte en réalité depuis le mois de janvier 2025, qui permettait donc le dépôt des candidatures par les pays qui estimaient devoir présenter un candidat jusqu'à la clôture de cette période de candidature qui était fixée au mois de mars 2025. Voilà, c'était une période de 3 mois qui était ouverte pour les États pour faire savoir qu'ils soutenaient un candidat. Deuxièmement, si cette période de candidature et d'ouverture de candidature était fixée sur 3 mois, il y a des candidats, notamment celui de nos frères égyptiens, qui depuis 2 ans battaient campagne tout seuls, hors période électorale, hors période d'ouverture de l'élection. Pratiquement, il bat campagne depuis la moitié du temps du mandat de Madame Azoulay, qui est l'actuelle directrice générale. Ce n'est pas parce que quelqu'un bat campagne hors de la période de campagne électorale qu'il est plus légitime que ceux qui, dans le cadre des textes, déposent leur dossier de candidature pendant la période qui est prévue pour cela. Pour résumer et parler clair, le candidat de l'Égypte, de notre pays frère et ami l'Égypte, c'est pas parce qu'il a commencé à battre campagne depuis 2 ans hors des délais qu'il est légitime ou plus légitime que notre candidat, qui lui a déposé son dossier dans la période ouverte. Hein, c'est pas parce qu'on est candidat avant l'autre qu'on est plus légitime que l'autre, premièrement. Deuxièmement, il faut noter
que ce candidat de l'Égypte a longtemps laissé entendre qu'il était le candidat de l'Union africaine. Et que donc, de ce fait, il avait quelque part l'imprimature, l'investiture de l'Union africaine. Bon. Là, je tiens à lever une inexactitude. C'est bien inexact de dire cela. L'Union africaine ne fait pas partie du corps électoral pour élire le directeur général, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas au niveau des organisations continentales, régionales ou sous-régionales, des désignations de candidats où on pourrait dire qu'un groupe de pays dirait « nous, voilà notre candidat ». La candidature est individuelle, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à chaque État. Chaque État, en son âme et conscience, décide ou non de soutenir un candidat, qu'il soit un candidat national ou un candidat étranger qu'il pourrait soutenir. Donc, cette légende qui consiste à croire qu'un candidat avait été soutenu ou investi par l'Union africaine est, là encore, inexacte. J'emploie le terme à dessein pour ne pas, nous sommes en diplomatie, employer un terme plus brutal. Donc, nous sommes dans les temps et notre candidat, s'il était illégitime, il y aurait deux conséquences juridiques. La première conséquence, c'est que sa candidature n'aurait pas été retenue. On nous aurait dit, à nous, la République du Congo, vous ne pouvez pas déposer une candidature puisque l'Union africaine soutient l'Égypte. Nous voyons bien qu'à partir du moment où nous sommes en diplomatie, on peut tourner dans tous les sens le terme de diplomatie. Si on était dans l'illégalité, notre candidat n'aurait pas pu déposer son dossier et le Congo n'aurait pas pu soutenir. Donc nous sommes dans la légalité diplomatique. D'autre part, notre candidat, maintenant entrons dans le détail. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, je ne le savais pas moi-même, Monsieur le Ministre, et je l'ai découvert à l'occasion de cette espèce de task force mise en place par le Premier ministre et dont j'ai l'honneur de faire partie en tant que porte-parole du gouvernement. Savez-vous que l'UNESCO n'a pas, au niveau du Conseil exécutif, c'est-à-dire le corps électoral, c'est le Conseil exécutif qui est l'organe, le Parlement, pour résumer, de l'UNESCO. Le Conseil de l'UNESCO n'a que 58 États. C'est-à-dire que c'est pas les 193 pays de l'ONU, même si l'UNESCO est du système des Nations Unies, il y a 58 électeurs. C'est-à-dire que si vous prenez tous les continents, il y a une sélection qui est faite par continent des pays membres du Conseil exécutif. Le Congo en fait partie. Nous sommes électeurs et nous sommes éligibles. Le groupe dont le candidat égyptien se prévaut d'avoir le soutien, le groupe africain, c'est 13 États. 13 États. Donc si vous enlevez l'Égypte, qui elle-même donc est membre du Conseil exécutif, et le Congo qui lui-même est membre, reste donc 11 États. 11 États. Alors, ce groupe, aujourd'hui, c'est-à-dire notre propre corps électoral interne avant de penser aux autres continents et au corps électoral hors Afrique, c'est pas évident, je dis bien, il n'est pas évident que le candidat égyptien puisse, malgré son activisme depuis plus de 2 ans, puisse emporter la totalité de ses suffrages, je dirais même, mais une élection, c'est par définition un combat, c'est comme un match, mais je crois que nos pointages nous donnent quand même pas mal de ces États africains. Je n'en dis pas plus, mais laissons les choses se faire. Donc, pour revenir au premier point que j'évoquais, voyez que la légende du candidat soutenu par l'Union africaine est quelque chose déjà de fragilisé par ce que je viens de vous dire, ce n'est pas vrai. Si le Premier ministre est parti faire cette tournée auprès des pays africains et puis auprès d'autres pays, des électeurs, pays, États électeurs des autres continents, c'est parce que nous avons une réelle chance. Nous avons une réelle chance de gagner. Et qu'aucun État ne peut se prévaloir de son antériorité quand il battait campagne hors période de dépôt des candidatures, de cette antériorité pour dire que sa candidature a plus de chance, elle est plus légitime, elle est plus.
Notre candidat, pourquoi a-t-il de réelles chances de gagner? D'abord parce qu'il est un candidat maison. Monsieur Matoko a fait l'essentiel de sa carrière, pratiquement à la sortie de ses études, Toute sa carrière. où il a été soutenu pour ses études par un État, je crois l'Italie, me semble-t-il. Il a été soutenu par cet État et dès qu'il a obtenu ses diplômes, sa formation, il a été embauché par l'UNESCO. Et je peux vous dire qu'en privé, y compris les dirigeants actuels de l'UNESCO, considèrent le candidat du Congo comme un très bon candidat, du fait même de sa connaissance de la maison depuis l'intérieur. Est-ce que le gouvernement du Congo ne devrait pas, parce que c'est une compétition, c'est un match, ne devrait-il pas soutenir un compatriote qui a ses chances réelles? Est-ce que notre devoir n'est pas d'aider par une campagne active de soutien qui montre que l'État au plus haut niveau, parce que là également on nous a contesté cela, on a été même jusqu'à dire, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, que notre candidat était une espèce d'illuminé, que son gouvernement ne le soutenait pas, et vous voyez bien, avec les quelques interventions médiatiques, que même le président de la République a reçu la task force, et vous voyez, et avec le candidat. Je peux vous dire en coulisses que le président de la République profite de chacune des interventions d'ordre diplomatique qu'il effectue, récemment à l'Union africaine, pour amener dans sa délégation le candidat, pour montrer le soutien politique et diplomatique de la République du Congo envers son candidat, envers son compatriote. Je crois que nous serions tous fiers d'avoir, pour la première fois depuis les 65 ans d'indépendance, un cadre congolais de souche, congolais pure souche, à la tête d'une institution, d'une organisation du système des Nations Unies. Donc depuis l'indépendance, c'est jamais arrivé. Nous nommons des diplomates dans ces instances. On les nomme. Mais là, il sera élu. Nous n'avons pas d'exemple de Congolais depuis 1960 qui soit élu ou désigné à une fonction du système des Nations Unies aussi haute. Donc je crois que ça mérite une campagne. Et comme le dit le président de la République, qui nous l'a dit lors de cette audience, ben écoutez, si on gagne, tant mieux. Si l'Égypte gagne, tant mieux. Parce que finalement, la fête, que ce soit l'Égypte qui gagne ou le Congo, mais se fera à la maison, c'est-à-dire en Afrique. Donc, allons-y, battons-nous, aidons notre candidat. Vous, la presse, relayez les messages du candidat. Ce ne sont pas des messages politiques, ils portent un projet, une vision de l'UNESCO. Et c'est cela qui est le plus important. À un moment où ces institutions, je ne rentre pas dans le détail, sont assez fragilisées. Il y a des grands États qui s'en retirent, etc. Et nous avons là la chance d'avoir un cadre qui fait l'unanimité en interne, qui a occupé des grandes fonctions dans l'UNESCO, que ce soit au siège ou que ce soit dans des pays de mission où il a été affecté, il a eu des mandats pendant quelques années dans ces pays-là. Eh bien, nous avons un cadre capable, quelque part, excusez-moi le terme, de sauver l'UNESCO. Quand vous voyez fuiter opportunément une note verbale émanant d'un État qui n'est pas n'importe lequel, parce que c'est l'État du pays siège, la France, pour ne pas la nommer. Quand vous voyez fuiter ce document, quelque part qui met peut-être en difficulté le dit État siège, parce que le contenu de cette note verbale, qui est à destination du pays bénéficiaire, c'est-à-dire il s'adresse à titre confidentiel à un autre État, c'est-à-dire l'Égypte, pour dire, voilà, nous on va vous soutenir, et à tous les tours, ce qui est exceptionnellement rare, et à tous les tours, voyez, et, bon, je n'ai pas l'habitude de porter des accusations qui soient légères, mais enfin, à qui profite la chose? À celui qui a intérêt à rendre public ce type de note verbale qui, encore une fois, n'a pas vocation à être rendu public. Vous voyez, c'est ce type de campagne un peu, disons, délétère que nous devons contrer. Enfin, la dernière question, où en êtes-vous avec le statut particulier des journalistes? Le statut particulier. Le statut particulier, je l'ai trouvé sur ma table de travail quand j'ai pris mes fonctions après le ministre Okemi, qui m'a transmis
ce lancinant problème. Je parle devant l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur qui sait les difficultés que nous rencontrons avec les ministères que sont les ministères du budget et des finances au hasard pour faire valider les statuts particuliers. C'est le statut général de la fonction publique qui est la norme. Si une profession exige ou demande ou revendique un statut particulier, il faut justifier la proportion des éléments de leurs conditions de travail, de rémunération et autres qui justifient qu'on sorte du statut général pour passer à un statut particulier. Nous avons heureusement déjà franchi cette étape puisque et les agents, à travers leurs représentants, syndicats et groupements, et le ministère de la Communication et des Médias, ont travaillé avec ces ministères-là qui sont les décideurs quelque part. Eh bien, nous espérons que dans les prochains temps, nous aurons enfin ce statut particulier. Monsieur le ministre, j'ai une question qui est très simple. Pour l'instant, nous constatons qu'il y a du carburant dans les stations. Mais je vais peut-être vous étonner en vous demandant à quand la prochaine pénurie. Ils étaient sûrs qu'il allait dire ça. Quand il a dit étonné, j'ai dit ça y est, il va demander ça. L'objectif, c'est pénurie zéro et ça fait un moment qu'on a dit ça. C'est l'objectif, qu'il n'y ait plus de pénurie. Il faut que d'ici la disponibilité de la seconde raffinerie, nous ayons trouvé des ressorts pour qu'il n'y ait plus de pénurie. Et je vous ai dit, celui sur lequel nous travaillons le plus, c'est les stocks, outils, sécurité stratégique, qui d'après les textes représentent 2 mois de consommation nationale. Dans la plupart des pays développés, c'est 6 mois de consommation nationale. C'est avec ça d'ailleurs que certains pays s'amusent pour tenter de perturber le marché, parce que évidemment, ils ont des stocks et de brut et de produits pétroliers. Nous, pour l'instant, on s'efforce d'avoir les stocks de produits pétroliers. À un moment ou à un autre, on devra aussi s'intéresser à les stocks de brut. Donc, c'est le levier sur lequel nous voulons agir pour empêcher la pénurie pendant que les autres mesures structurelles se mettent en place. Et en attendant que la nouvelle raffinerie et l'oléoduc soient disponibles. Ceci dit, c'est l'objectif. Si l'ensemble des mesures qui doivent concourir à cet objectif n'est pas mis en place correctement, oui, on peut avoir une pénurie. Et s'il y a une pénurie, ça veut dire que quelqu'un, quelque part, aura commis une faute. Si elle est établie, nous en tirerons les conséquences. C'est l'objectif fixé à tous les acteurs. Fixé au directeur général de Laval Pétrolier qui est ici, à mon conseiller à Laval Pétrolier qui est là aussi, donc à la fois à la direction générale et au cabinet. C'est l'objectif fixé aussi à la direction générale de l'économie audit du trading pétrolier, parce qu'il y a du trading qui intervient, bien sûr, quand on importe du produit pétrolier, c'est du trading. C'est l'objectif fixé à la SNPC. C'est aussi fixé à l'ARAP, l'agence de régulation. C'est son rôle dans la régulation de s'assurer que ça n'arrive pas. Elle doit être capable d'anticiper et d'impulser les mesures nécessaires de correction bien avant qu'on arrive à la catastrophe. C'est parce que nous pensons qu'aujourd'hui, elle n'est pas à la hauteur de ces missions que nous avons décidé de la renforcer. Une loi portant création d'une nouvelle agence de régulation qui intégrera non seulement l'aval pétrolier mais aussi l'amont et le gaz est en examen aujourd'hui au niveau du secrétaire général du gouvernement, peut-être la Cour suprême, pour être présenté au gouvernement puis ensuite au Parlement pour ça. Nous avons une agence de régulation dont je crois nous sommes fiers des performances, l'RPCE. Il n'y a pas de raison que dans un secteur aussi riche que le pétrole, que ce soit l'amont ou l'aval, on ne puisse pas donner à l'agence de régulation les moyens de jouer son triple rôle d'observatoire, de police et de régulation, comme le fait la RPCE, je crois, de mieux en mieux. Donc, l'ARAP et évidemment, des marketeurs. Tout le monde est co-responsable d'une défaillance qui pourrait advenir. Les marketeurs et la SLOC. J'ai mis en demeure la SLOC d'améliorer ses performances en matière de stockage. C'est elle qui en a le mandat. Stockage et transport massif. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je proposerai au gouvernement de choisir un autre acteur qui viendra compléter la SLOC. Elle a bénéficié d'une période de monopole. Ça faisait partie des accords, je crois que c'était 7 ans. Il y a longtemps que cette période est passée, ça fait une vingtaine d'années que nous avons privatisé. Donc aujourd'hui,
Soit elle est performante, soit elle va devoir accepter qu'elle est un concurrent, voire plusieurs. Donc, nous travaillons pour ça, c'est l'objectif. Mais, je répète, c'est l'objectif. Donc, il se peut que nous ne soyons pas très bons et que malheureusement, il y ait un couac et un jour on constate une pénurie. J'espère que cela n'arrivera pas. On travaille pour que d'ici la fin de l'année, tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas soit mis en place, mis en œuvre, soit opérationnel. Ministre, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique. J'interviens pour ma chaîne web, Alphonse Dongo TV, dédiée uniquement à l'économie et aux finances. Monsieur le ministre, vous avez évoqué tantôt les difficultés structurelles en ce qui concerne le secteur pétrolier, notamment le produit carburant. Je voudrais savoir, le Fonds monétaire international, sur la base du rapport dont nous avons obtenu copie, a demandé au gouvernement de libéraliser ce secteur pour que la SNPC ne soit plus la seule société qui intervienne dans les importations. Et cela avait été demandé pour que ça prenne fin en 2024, donc en décembre dernier. Je voudrais savoir, est-ce qu'il n'est donc pas temps, tenant compte du fait que la SNPC enregistre des pertes, comme vous l'avez mentionné tantôt, qu'on puisse donc ouvrir le champ à un marché concurrentiel? Je rappelle que le Fonds monétaire international a même établi une évaluation en termes de gains de 0,3% en ce qui concerne, par exemple, un appel d'offres concurrentiel et à 0,6% en ce qui concerne l'informatisation. Est-ce qu'on peut penser que c'est une approche avant que le Chinois ne puisse construire la raffinerie à Pointe-Noire? Une autre question, Monsieur le ministre, toujours à Monsieur le ministre des Hydrocarbures. On sait très bien que le Congo a eu à signer en 1968 une convention fiscale et douanière accordée aux majors. Tenant compte aujourd'hui du fait qu'on n'est pas quand même dans la même dimension démographique, encore plus sur les mêmes besoins en termes de développement de notre pays, est-ce qu'il n'est pas temps de camper sur une réflexion qui viserait justement à revoir ces conventions douanières et fiscales qui font perdre à l'État d'importantes sommes d'argent, surtout en ces temps d'assèchement financier? Vous êtes mieux placé, Monsieur le ministre, parce que vous-même, vous avez été à un moment donné à la manœuvre au niveau de la SNPC. Nous ne sommes pas d'accord avec le Fonds monétaire sur l'approche doctrinale concernant l'aval pétrolier. Et je leur ai dit dans mon bureau plusieurs fois. Quel est l'objectif de l'aval pétrolier pour le gouvernement que nous sommes? Est-ce que c'est de faire du 0,3%, du 0,6% de gain? Non. L'objectif des gouvernants que nous sommes, c'est de faire en sorte que tout Congolais, ce que j'ai dit pour le gaz est valable pour l'ensemble des produits pétroliers, tout Congolais qui a besoin de produits pétroliers puisse y avoir accès dans des conditions de la plus faible pénibilité. Pas obligé de marcher, d'aller, je sais pas, faire des kilomètres, je sais pas où, pour y avoir accès. Dans des conditions financières compatibles avec son budget, avec son pouvoir d'achat. C'est l'objectif. Quand nous allons à les conférences internationales, nous continuons à dire qu'il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Cette électricité, elle est délivrée, entre autres, en utilisant les produits pétroliers, notamment les groupes électrogènes. Mais il y en a 900 millions en Afrique qui n'ont pas accès au gaz moderne, notamment pour la cuisson, mais qui peut être utilisé pour autre chose. Et nous disons que ce n'est pas normal que ceci s'applique au Congo-Brazzaville, qui a assez de pétrole et assez de gaz pour ça. Nous produisons 100 millions de barils par an, et la raffinerie utilise 1 million de tonnes. Donc on a plus qu'il n'en faut pour les besoins nationaux. Ça n'est pas acceptable qu'un Congolais manque de produits pétroliers. Alors, j'ai demandé au Fonds monétaire, plusieurs fois dans mon bureau, dites-moi comment faire pour y parvenir avec les mesures que vous préconisez. Notamment en augmentant le prix, en dérégulant le prix, en pratiquant la vérité des prix. Dites-moi en quoi ça permet à tout Congolais d'avoir accès aux produits pétroliers facilement. Si ce n'est pas le cas, votre solution est mauvaise pour moi. On n'a pas les mêmes objectifs. Donc on n'est pas d'accord sur l'approche doctrinale. Moi, mon collègue est là, je me définis comme étant social libéral, politique et économique.
Ça veut dire que je crois aux vertus de l'économie libérale, à condition qu'elle concourt à améliorer les conditions de vie des populations, ce qui n'est pas toujours le cas. Les étudiants libéraux se préoccupent pas du tout de l'impact social de l'économie et dans les pays qui pratiquent l'économie libérale, la croissance de la richesse du pays correspond à une augmentation de l'écart entre les plus pauvres et les plus riches, exemple les États-Unis. Et ça, je suis pas d'accord. Si le pays est de plus en plus riche, alors il est souhaitable que cet excès de richesse ou cette richesse abondante permette de raccourcir justement les écarts entre les plus pauvres et les plus riches. Et c'est pas de la magie, c'est pas une vue de l'esprit. Les pays émergents réussissent ça. Il y a des pays où il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de pauvres. Plus ils sont riches, et moins les pauvres sont pauvres, et plus les pauvres commencent à devenir riches. Et donc, il y a des pays, il n'y a pas de pauvres. En Singapour, il n'y a pas de pauvres à Dubaï. Je parle des ressortissants de ces pays-là. Il n'y en a pas. C'est classe moyenne et au-dessus. Donc, c'est possible. Mais une économie libérale qui aurait pour effet d'appauvrir davantage les pauvres, je leur dis, je ne suis pas d'accord. Donc, on n'est pas d'accord sur la doctrine, et évidemment, on n'est pas d'accord sur le plan d'action. Nous nous sommes vus, je ne sais pas combien de fois, ils voient encore plus souvent mes experts, le DG de Laval Pétrolier est là. Nous ne sommes pas d'accord avec la plupart de leurs mesures. Et ils nous ont proposé des choses, je n'ai pas envie d'en parler ici, c'est des relations internationales, où je leur ai dit, vous n'êtes pas sérieux. Vous ne pouvez pas demander ça. Et puis bon, on travaille, on finit par avoir des compromis. On n'a pas fini de trouver des compromis avec eux, mais sur la position du gouvernement, pour moi, elle est très très claire. C'est améliorer l'accès au plan quantitatif, donc le taux de couverture nationale, territoriale, au plan qualitatif, donc dans des conditions de faible pénibilité et à un coût qui soit abordable pour l'essentiel des Congolais, si ce n'est pas tous les Congolais. Et je considère que c'est ça la mission publique que nous avons. Il y a 2 sociétés qui bénéficiaient de conventions en 1968. ELF et AGIP à l'époque. Sous le magistère de mon prédécesseur, le ministre Jean-Marc Tzister-Tshikaya, le Congo les a abolis. C'était un grand combat et des menaces de mort. C'est avant que j'arrive. Donc j'ai aucun bénéfice à en parler. J'ai assisté à ça en tant que membre du gouvernement. Ça a été très très difficile, mais nous l'avons fait. Nous avons aboli ces 2 conventions qui garantissaient des avantages jugés exorbitants et iniques, puisqu'ils étaient les seuls à en bénéficier. Ça n'avait pas de sens. Et nous avons donc remplacé ça par le biais de 30 avenants. 30 avenants qui ont été discutés avant que je n'arrive, qui ont été finalisés par mes équipes et moi, présentés au gouvernement puis au Parlement, par lesquels il y a désormais un équilibre entre une part de fiscalité de droit commun qui s'applique désormais aux compagnies pétrolières, toutes, et quelques exonérations que nous avons quand même accepté de laisser pour continuer à rendre le secteur attractif, parce qu'on veut attirer les investisseurs. Pour attirer les investisseurs, il faut être meilleur que tous les autres pays. Il y en a 54 ou 53 en Afrique. Vous voulez qu'un investisseur vienne chez vous, il faut que vous soyez meilleur que tous les autres qui ont du pétrole, comme vous. Donc il faut bien quelques éléments d'attractivité, et ça, c'est sur la base de la fiscalité qu'on introduit, des incentives, comme on dit en anglais. Mais c'est pas nouveau, ce n'est pas qu'au pétrole. Quand un investisseur vient au Congo, il peut aller voir le ministère du Plan, chargé des investissements, le ministère des Finances, et auprès du comité monétaire et financier, peut obtenir une convention d'établissement, grâce à laquelle on lui concède un certain nombre de mesures d'exception pour garantir l'investissement, du genre, pendant 2 ans, il ne paye pas d'impôts. Donc nous, on ne fait rien de différent dans le pétrole. Il y a encore quelques exonérations, mais il y a beaucoup de droits communs qui sont introduits. Comment est-ce que le grand Alphonse Ndongo ne sait pas ça? Merci à vous.